Continuons la section 7b par une discussion des géodésiques dans l'univers de Friedman Lemaître. On peut supposer que la géodésique passe par le point r égale 0, comme on l'a dit précédemment. Ce point-là est tout à fait quelconque, même si sa coordonnée ne l'est pas. Donc, on commence par ce point. On rappelle que l'équation de la géodésique est celle-ci, c'est la forme la plus pratique quand on veut tenir compte des lois de conservation. Donc, commençons par la coordonnée ou la composante en phi. Donc, cette composante en phi est la composante covariante de la quadrivitesse, donc, est définie par cette relation et donc s'exprime comme ceci en fonction de la dérivée de phi par rapport au temps propre. Donc, comme la métrique ne dépend pas de phi, u phi est conservé à r égale 0, manifestement, u phi est égal à 0, donc u phi va toujours être égal à 0. S'il est égal à 0 partout, c'est forcément que la dérivée de phi par rapport au temps propre est nulle, et donc que phi est constant. Donc, première conclusion, le long de ces géodésiques, phi est une constante. Deuxième coordonnée, donc θ. Encore une fois, on a cette relation qui nous donne la valeur de u' de θ en fonction des composantes en phi, cette fois de la quadrivitesse. Donc, pourquoi est-ce comme ça? Parce que la seule composante du tensiométrique qui dépend de θ, c'est précisément g phi phi. Parce qu'il y a un facteur sin carré θ. Mais comme u phi est égal à 0, étant donné que phi est une constante, eh bien uθ point est nul. Donc uθ, avec un uθ covariant, est une constante aussi. Mais comme uθ covariant est relié de cette manière à uθ contravariant, donc ça implique que cette constante est nulle, puisque à r égale 0, ça nous donne uθ ici égale 0. Donc si uθ est égal à 0 partout maintenant, alors θ point, qui était donné par ça, va être aussi égal à 0, et la conclusion est que θ est une constante. Okay, donc une chaîne de raisonnement ici qui contient plus qu'un élément, mais c'est pas très complexe. Donc, θ est une constante. Donc autrement dit, les géodésiques qui passent par r égale 0 vont avoir une direction constante. Ça a du sens, parce que l'univers étant isotrope, on se demande bien pourquoi il changerait de direction. Donc c'est intuitif. Upsi maintenant. Donc ici, les seules composantes du tensiométrique qui dépendent de psi sont g phi phi et g θ θ. Cependant, les valeurs correspondantes de la quadrivitesse sont nulles. De sorte que, encore une fois, on est venu à la conclusion que u psi point est une constante. Et par contre, u psi point, quand on l'exprime en fonction de sa composante contravariante, est donné par ça ici. R carré est le coefficient g psi psi. Donc, conclusion, r carré fois u psi, donc psi point, est égal à une constante, ce qui simplifie les choses. Et pour terminer, on fait appel à la norme de la géodésique. Donc si c'est une particule massive qui se déplace, eh bien la norme est égale à 1. Donc on écrirait ici cette expression pour la norme de la quadrivitesse. Donc t point au carré moins r carré psi point carré, les autres composantes sont nulles. Et donc, étant donné cette relation que r carré fois psi point est une constante, on pourrait l'écrire, cette relation, comme ceci. Cette constante, on l'appelle simplement alpha. Alpha est égal à r carré fois psi, il reste un facteur psi point, r carré fois psi point, pardon, il reste donc un facteur psi point dans cette expression. C'est une relation qu'on va utiliser plus tard. Si la masse de la particule est nulle, donc si c'est un photon, à ce moment-là, la norme ici est 0 au lieu d'être 1. Et donc, on retrouve plutôt cette forme ici. Donc, t point au carré est égal à une constante alpha fois psi point. Bon, on peut appliquer ça au décalage vers le rouge cosmologique. On a dans le chapitre 3 démontré une formule pour le décalage vers le rouge dans le cas où on a une métrique qui est indépendante du temps. Donc,
On ne peut pas appliquer cette formule ici, puisque bien sûr la métrique de Friedman-Lemaître dépend du temps, il y a le facteur d'échelle dedans, donc il faut procéder autrement. On va cependant démontrer quelque chose, une relation assez simple, à savoir que le décalage vers le rouge, donc c'est-à-dire la différence de fréquence, le rapport des fréquences entre un photon émis et un photon détecté, donc il y a émission et réception ici, le rapport des fréquences est donné par le rapport des rayons, des facteurs d'échelle inverse. Donc ici j'ai le temps de réception et ici j'ai le temps d'émission, alors que là j'ai le contraire. Donc ça c'est la formule qu'on veut démontrer ici. Bon, alors quelle est la situation physique qui nous intéresse? On a deux observateurs fondamentaux, donc qui se déplacent chacun le long de leur ligne d'univers, l'émetteur ici, le récepteur ici. Donc bien sûr, ces lignes d'univers sont des géodésiques, et l'émetteur, à un moment donné, envoie un photon vers le récepteur, comme ceci, et le photon va aussi suivre une géodésique, mais une géodésique qui respecte ce principe. Bon, alors, quelle est la fréquence d'émission? Si UE désigne la quadrivitesse, je vais le grossir un peu, si UE désigne la quadrivitesse de l'émetteur, eh bien, la fréquence de l'émission, c'est essentiellement la composante du quadrivecteur d'onde dans le référentiel de l'émetteur. Donc, ce serait le produit scalaire quadridimensionnel du vecteur énergie-impulsion du photon, donc ce que j'appelle PI ici, PEI, par la quadrivitesse de l'émetteur. Donc ici, j'ai un vecteur covariant, ici c'est contravariant. Et pour le récepteur, c'est le même principe. Donc j'aurai cette représentation ici. D'autre part, les composantes spatiales covariantes de la quadrivitesse de l'émetteur comme du récepteur sont nulles, parce que ce sont des observateurs fondamentaux. Je m'explique. La composante covariante de la quadrivitesse est simplement donnée par ceci. Encore une fois, il n'y a pas de terme qui mélange temps et espace dans le tensiométrique. Donc je peux passer de la composante covariante à contravariante simplement en appliquant la partie spatiale ici. Et bien sûr, ça ici, ce sont les dérivés des coordonnées spatiales qui sont nulles, puisqu'on est à position constante, observateur fondamental. Pour la partie spatiale, donc cette partie-là est nulle, il reste la partie temporelle, la composante temporelle qui, elle, n'est pas nulle. Comme la quadrivitesse a une norme égale à 1, eh bien ça sous-entend, donc on a cette relation ici, G00 fois U0E au carré est égal à 1. Et cette relation, elle vaut aussi pour la composante spatiale de... Excusez-moi, j'ai fait une petite erreur ici, c'est un 1. Donc elle vaut aussi pour la composante temporelle de la quadrivitesse au point de réception pour l'observateur qui reçoit le signal. Donc, c'est une autre donnée importante. Parlons maintenant du photon lui-même. Donc, le photon est décrit par une géodésique. Il a une certaine quadrille impulsion. Bien sûr, on pourrait utiliser un paramètre affine qui ne peut pas être, bien sûr, le temps propre, n'est-ce pas, parce que c'est un photon masse nulle, mais on pourrait utiliser un paramètre affine de manière à ce que la coordonnée le long de la géodésique soit simplement donnée. Alors encore une fois, une petite erreur, ici c'est un point vert, que la dérivée, la quadrivitesse le long de la géodésique soit donnée par son énergie impulsion. Donc ça c'est un détail. On va supposer que le récepteur est situé à l'origine, comme ça on peut appliquer les conclusions de la sous-section précédente aux photons qui passent par l'origine. Et donc, l'une de ces conclusions, c'est justement que les composantes P2 et P3 de la quadrille impulsion du photon doivent être nulles. On parle ici des composantes covariantes. Donc, P2 et P3, c'est bien sûr Pθ et Pφ. On a vu ça précédemment, donc, que ces composantes sont nulles. Et d'autre part, la composante psi, ici, donc la composante numéro 1, elle est constante. Donc, on aurait essentiellement que P1 ici est constant. Comme
la norme PI ici est 0 parce que c'est un photon, ça nous permet de relier la composante P0 à la composante P1 de cette manière, en se servant de la composante G11 du tenseur métrique. Et donc on a cette relation entre P0 et P1. Donc ça c'est important. Bon. Donc, résumons, donc la fréquence d'émission est donnée par ça. Excusez-moi. La fréquence d'émission est donnée par ça. Quand je somme ici cette relation sur I, la seule chose qui reste, bien sûr, c'est la partie I égale 0. Les autres termes sont nuls à cause des coordonnées fixes. Et donc, la fréquence d'émission serait donnée par PE0 UE0. Donc, j'aurais ça ici, cette relation. Et la même chose est vraie, bien sûr, de la fréquence de réception. Donc, le rapport entre les deux serait ce rapport-ci. Et donc, comme j'ai cette relation entre U0 et G00, j'aurai ce rapport à la place de celui-ci. Donc, la racine carrée de la composante 0,0 du tenseur métrique entre le point d'émission et le point de réception, parce que c'est un inverse ici. U0 va comme 1 sur la racine de G00. Donc, ici, le E est en haut et le R est en bas. Bon. Donc, dans la métrique de Friedmann-Lemaitre, en particulier, bien sûr, ce coefficient ici est égal à 1. Donc, ça simplifie un peu. Donc, je n'ai pas besoin de ça, c'est simplement 1. J'ai simplement le rapport ici des composantes 0 des quadrilles impulsions. Bon. Et ce rapport, eh bien, je vais le tirer de ça ici. Okay. Je sais que P1 est constant le long de la géodésique. Donc, P1 sera le même pour l'émetteur et le récepteur. En ce qui concerne le photon, donc P1 est constant. Donc P0 se comporte comme 1 sur R. Et c'est pour ça que j'ai ici le rapport des P0 qui est égal au rapport des 1 sur R, ou le rapport des facteurs d'échelle, mais dans l'ordre inverse. Encore une fois, j'ai E ici, alors que j'ai E en haut. D'accord. Donc, conclusion, le rapport des fréquences est donné par ça, ou le décalage 1 plus Z est donné par cette relation. Okay. Bon, on en arrive à la fameuse constante de Hubble. A priori, on ne connaît pas la forme fonctionnelle précise de R en fonction du temps. Il y a des théories pour ça qu'on va exposer à la prochaine section, mais donc pour pallier notre ignorance, on va simplement supposer qu'on peut faire un développement limité autour du temps présent. Donc T0 ici désigne le temps présent, notre temps, le temps d'observateur. R de t, à ce moment-là, serait ici développé en série de puissance de t moins t0. Donc on suppose que ça ne change pas trop rapidement en fonction du temps, et on fait un développement limité en puissance de la différence de temps entre le temps de l'événement et le temps d'observation qui est le nôtre, comme ceci. Donc j'ai la dérivée par rapport au temps, dérivée deuxième par rapport au temps, et ainsi de suite. Alors attention, encore une fois, souvent on utilise le point comme étant une dérivée par rapport au temps propre. Le temps propre réfère bien sûr à une particule quelconque, on fait une ligne d'univers. Ici, on réfère à la dépendance temporelle du facteur d'échelle. Donc, c'est une dérivée par rapport au temps ici dont il s'agit. Une façon différente d'écrire ce développement en série, c'est de mettre R de T0 en évidence. Et donc, on aurait 1 plus T moins T0 fois H. C'est une définition. Ici, H serait donné par le rapport entre la dérivée et le rayon. C'est pour ça qu'on peut écrire H ici avec R en facteur. Et j'aurai moins 1/2 Q de T0 fois H carré à T0 fois T moins T0 au carré. Donc, encore une fois, c'est en fait une définition de Q que cette relation qui correspond à cette valeur de Q où j'ai divisé par R point au carré, multiplié par R, et j'ai la deuxième dérivée qui apparaît ici. Donc, ce sont deux quantité importante, donc c'est la dérivée logarithmique du facteur d'échelle, du rayon de l'univers, appelons-le comme ça. Donc c'est ça qu'on appelle H, qui est relié à la constante de Hubble. En fait, la constante de Hubble, c'est la valeur de H au temps présent.
Et ça, c'est ce qu'on appelle le facteur de décélération. Donc, si l'univers est en décélération, la deuxième dérivée de R est négative, donc Q est positif. Donc, appliquons ces définitions ici, et donc le développement ici à cette formule. On va simplement isoler Z, en fait moins Z dans ce cas-ci. On trouve que moins Z est donné par 1 moins R T0 sur RT, où on a supposé que le temps de réception, c'est le temps présent, et que le temps T est un temps antérieur, un temps d'émission. On pense à l'émission de la lumière par une galaxie lointaine. Et donc, on aurait à soustraire de 1 cette expression à l'inverse, parce que j'ai ici, encore une fois, c'est le 1 sur R qui m'intéresse, donc le 1 sur R de T. Donc, je dois inverser le développement en série. Alors, je vais faire, encore une fois, un développement en fonction de petites valeurs de T0 moins T. Donc, cet inverse, je peux le développer aussi en série. Les 1 ici vont finir par s'annuler. Je vais avoir des signes moins qui vont apparaître et qui vont me donner, en fin de compte, et je vous fais grâce des détails ici, cette expression pour Z qui donc dépend de H0, H0 étant la valeur de H au temps T0, le temps présent, et Q0 de même, la valeur de la décélération maintenant. Donc on aurait cette expression pour Z, qu'on pourrait donc inverser, c'est-à-dire qu'on pourrait aussi exprimer T0 moins T en fonction de Z. Donc c'est une relation fonctionnelle entre les deux, on peut faire une série dans les deux sens. Si on fait la série dans l'autre sens, eh bien on aurait T0 moins T qui est donné par H0 à la moins 1 fois Z, moins ce facteur impliquant donc Z carré. Z donc est relié à l'effet Doppler. Donc si on suppose, donc si on voit cette galaxie lointaine qui s'éloigne comme étant dans un espace de type Minkowski, d'accord, et qu'elle s'éloigne à une certaine vitesse, V, eh bien, il y aura un facteur de décalage qui est lié par l'effet Doppler normal qu'on apprend en relativité restreinte et qui est donné par ça. Donc, le décalage est donné par le rapport, la racine carrée donc, du rapport de 1 plus V sur 1 moins V. Donc, je fais appel à peut-être des notions qui sont un peu anciennes, mais que vous avez déjà vues. Donc, quand la vitesse est petite par rapport à la vitesse de la lumière, eh bien, on peut faire une approximation de ce rapport et avoir 1 plus V. Donc, 1 plus Z est à peu près 1 plus V. Donc, autrement dit, Z, c'est l'équivalent de la vitesse de récession des galaxies. C'est pour ça qu'on définit le facteur Z. Donc, ce Z petit, on l'utilise aussi dans le développement en série. Donc, il n'y a pas de contradiction entre cette approximation et celle qu'on a faite ici. Donc, ce que ça nous dit, cette relation, c'est que si on oublie le deuxième terme pour le moment, il y a une relation linéaire entre T0 moins T et Z, c'est-à-dire la vitesse de récession de la galaxie, qu'on pourrait inverser et écrire comme vitesse de récession de la galaxie est égale à H0 fois ça ici qu'on va appeler la distance ou l'éloignement de la galaxie. Pourquoi la distance? Quelle est la distance d'une galaxie lointaine en récession? Il est préférable ici de définir cette distance de manière opérationnelle, simplement par la vitesse de la lumière. Donc on prend le temps de propagation de la lumière, multiplie par la vitesse de la lumière, et on obtient la distance de cette galaxie. Ce n'est pas une distance au sens de la métrique de Friedman de Lemaitre. De toute façon, le temps change entre l'émission et la réception, et le plus pratique du point de vue de l'astronome, c'est de définir la distance en fonction du temps, comme il a toujours fait. Et donc, on a cette relation, la relation de Hubble, ou la loi de Hubble-Lemaitre maintenant, entre la vitesse de récession d'une galaxie et sa distance. La constante H0, elle est, selon les dernières mesures, ou les dernières observations, je devrais dire, donnée par ça ici, 67,8 plus ou moins 0,9 km par seconde par mégaparsec. Bon, c'est une... alors, réfléchissons aux unités. J'ai ici une vitesse par distance.
Et le mégaparsec, c'est 1 million de parsecs. Un parsec, c'est 3,3 années-lumière. Donc, grosso modo, l'étoile la plus proche de nous, Alpha du Centaure, est à 4,3 années-lumière. C'est un peu plus qu'un parsec. Donc, il s'agit donc d'une pente, en fait, qui nous donne l'augmentation d'une vitesse en fonction d'une distance. C'est pour ça que ça a ces unités de vitesse divisées par distance. Et dans ces unités de mégaparsec et de kilomètres secondes, curieusement, le nombre n'est pas astronomique, sans jeu de mots. C'est un nombre d'ordre 1 ou d'ordre 10 ou d'ordre 100, ce qui veut dire que ces unités-là sont appropriées. Un mégaparsec, c'est une distance quand même considérable. La galaxie d'Andromède est située à peu près 2,8 millions d'années-lumière de nous, donc c'est à peu près 1 mégaparsec, un peu moins. D'accord? Donc, ce que ça nous dit, c'est que lorsqu'on s'éloigne d'une distance qui est l'équivalent à peu près de la distance de la galaxie d'Andromède, la vitesse des galaxies augmente de 67 km/s. D'accord? Ce qui n'est pas énorme, mais sur des échelles vastes comme l'univers, ça devient significatif. Concept accessoire qu'on utilise parfois, la distance de Hubble. Donc la distance de Hubble, c'est l'inverse de H. Et donc c'est R divisé par R point. Donc cette distance nous donne une espèce de... Bon, alors pourquoi c'est une distance? On vient de voir ici que c'est une vitesse divisée par une distance. Donc l'inverse de H serait une distance divisée par une vitesse. Mais bien sûr, en unité géométrique, les vitesses n'ont pas d'unité. Donc c'est ce qu'on veut dire par distance. Donc cette distance de Hubble nous donne une échelle caractéristique de la taille de l'univers visible. Autrement dit, une galaxie qui serait éloignée de la distance des H, si on extrapole la relation qu'on a ici obtenue en faisant un développement limité, eh bien, cette galaxie s'éloignerait de nous à la vitesse de la lumière. Évidemment, ce n'est pas ce qui se passe en réalité. Ce que je veux simplement dire, c'est que ici, on a fait une approximation, supposant que Z était petit, que la vitesse était petite, mais cette approximation nous donne une pente, et si on prend cette pente au sérieux, et on suppose que la fonction qu'on approxime par une droite est vraiment une droite, à ce moment-là, on aurait que cette distance correspond à la distance au-delà de laquelle les galaxies s'éloignent de nous à une vitesse plus grande que la lumière, donc on ne peut jamais les voir. Donc c'est comme la taille de l'univers visible. Okay? Mais c'est uniquement une longueur caractéristique. On définit parfois cette version alternative là, de cette distance donc, en co-mouvement, c'est-à-dire en fonction de la coordonnée psi et non pas de la coordonnée différente, donc on divise par R pour ça. Okay, bon, en fait, c'est un détail. On y reviendra un peu plus tard quand on fera les applications spécifiques à cette quantité. Donc, ça conclut cette section sur l'univers de Friedmann-Lemaitre. La prochaine section va porter sur les modèles cosmologiques, donc des modèles particuliers de matière qui font qu'on peut maintenant déterminer, grâce aux équations d'Einstein, la forme précise du facteur d'échelle R de t qui, jusqu'ici, est tout à fait inconnue.